Euh, Fait. C'est parti. Donc, rebonjour. Ce matin, nous allons explorer disons, deux extrêmes de l'engagement citoyen, donc de la science citoyenne. Donc, on va parler du projet Sentinelle, qui est un projet du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Québec, qui est un modèle en fait contributif, donc basé sur les observations, les signalements du grand public sur le terrain. Puis de l'autre bord, on a Robonotique, qui est en fait un exemple de science citoyenne, disons, extrême, parce que c'est un projet propulsé par des citoyens, de l'idée jusqu'à l'implémentation, mais bien évidemment en collaboration avec des scientifiques et d'autres acteurs. Donc, avant qu'on y commence proprement, je vais vous partager une petite question juste comme brise-glace. Euh, vous pouvez nous mentionner quelles sont les espèces exotiques envahissantes, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, que vous avez déjà eu à observer dans vos différents cours d'eau. Donc, laissez-moi 2 secondes que je retrouve le lien que je peux vous partager dans le chat. Juste à répondre, c'est un truc interactif. Je le mets dans le chat. Il est là. Je vais essayer de procéder à partager. Je sais pas si on voit. Donc, ça va me permettre de voir un peu, d'avoir une idée de ce on retrouve de manière générale un peu dans différents boulots. Ceux qui en ont déjà eu à faire des observations. OK. Myophile IP, c'est que on va avoir quand même pas mal. Je sais pas si les autres ont accès au lien, mais il est dans le chat. Je vois juste 4 personnes, 8 personnes. Donc, on constate qu'il y a l'hydrocaride grenouillette qui, qui est quand même la plus observée parmi nos participants. Ensuite, la myriophylle hippie, la moule zébrée aussi qui s'en vient. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Merci pour votre contribution. On va continuer avec la présentation. Donc, comme on a pu constater, on a pas mal d'espèces exotiques envahissantes dans nos différents cours d'eau. Euh, le gouvernement du Québec, avec l'initiative du ministère de l'Environnement, nous propose aujourd'hui le projet Sentinelle. Donc, on va essayer de passer avec Marie-Ève en revue le programme, le projet qui va nous présenter c'est quoi le projet en général, tous ces différents aspects en termes de mobilisation, des résultats qu'ils ont déjà eu à voir dans ce projet. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Ève pour qu'elle puisse nous présenter le projet Sentinelle.
Je vais enlever mon partage, arrêter le partage d'écran. Ensuite, ce serait Robonotique qui prendra la parole. Puis aussi, juste vous mentionner, à la fin, on va vous parler d'une autre initiative, comment continuer à vous impliquer. Donc, c'est l'initiative qu'on a lancée pour le mois de l'eau, le marathon. Donc, je vous en dirai un peu plus à la fin de la rencontre. Marie-Ève, tu as la parole. Partager ton écran. Et donc, oui, je veux juste confirmer que vous voyez bien mon écran. Parfait. OK. Euh, excellent. Donc, oui, donc je vais vous parler des données sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, oui, de Sentinelle, mais aussi là, plus largement des données, c'est ça, dans leur ensemble et leur utilisation. En bref, là, ma présentation, je vais expliquer un peu pourquoi surveiller les espèces exotiques envahissantes, l'outil là, de détection Sentinelle et aussi les autres sources de données et aussi comment consulter les données, des exemples d'utilisation des données et enfin, je vais terminer avec quelques défis et perspectives là, entourant ce sujet-là. Donc, brièvement, je pense que sûrement que la majorité des gens là, sont déjà familières avec les espèces exotiques envahissantes, mais juste pour mettre la base, ça peut être soit un animal, un végétal ou un micro-organisme qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Puis lorsqu'ils s'établissent et se propagent, ben, ils peuvent occasionner des impacts négatifs. Donc, les principaux vecteurs de propagation, donc avec quoi les espèces exotiques sont surtout en mesure là, de se déplacer là, sur le globe jusqu'à nos régions, ben, c'est beaucoup par les activités humaines. Donc, et leurs impacts sont nombreux. Donc, au niveau des impacts écologiques, lorsque les espèces arrivent ici, puis s'établissent et deviennent abondantes, elles peuvent euh, agir en fait de prédation sur les autres espèces, la compétition aussi avec des espèces indigènes, et ils peuvent modifier là, les habitats. Au niveau des impacts socio-économiques, ben, on a d'ailleurs la perte de valeur foncière pour certaines propriétés riveraines, par exemple en bordure de lacs très envahis. Les espèces peuvent aussi avoir des impacts sur des infrastructures, donc par exemple la canalisation dans l'eau d'eau, en fait ici qui peut être colonisée là, par la moule zébrée. Il peut aussi avoir une diminution là, de la qualité de la pêche et une perte d'attrait là, des plans d'eau là, pour les activités de plaisance. Donc, pourquoi c'est important de surveiller les espèces exotiques envahissantes? Ben, c'est notamment pour améliorer les connaissances qu'on a là, sur la répartition de ces espèces-là. Ça permet aussi de sensibiliser puis d'impliquer la population puis les différentes organisations pour multiplier les yeux sur le terrain. Donc, pour détecter des nouvelles espèces qui pourraient arriver au Québec ou dans une région. Puis, c'est ça, avoir une meilleure couverture du territoire. Donc, en ayant plusieurs yeux sur le terrain, ben, c'est ça, ça permet d'avoir un meilleur portrait. Donc, ce sont des espèces, c'est ça, par leur définition, elles sont envahissantes et se propagent rapidement. Donc, la situation peut changer là, quand même passablement. Donc, en ayant plusieurs personnes qui effectuent une surveillance sur le terrain, ben, on est plus à même de détecter s'il y a des problèmes là, qui surviennent. Pour vous faire un bref survol des espèces qui sont présentes au Québec, pour la flore, donc on a 8 espèces floristiques aquatiques qui sont établies. Donc, il y en a qui sont plutôt abondantes là, sur le territoire. On pense notamment au Myriophyllaepi ou à l'hydrocaride grenouillette, donc qui sont quand même fréquents sur le territoire. Par contre, il y en a d'autres qui sont encore peu abondants, heureusement. Donc, on a notamment la châtaigne d'eau dans les cours d'eau, principalement dans les grandes rivières là, affluents du fleuve. On a le potamo crépus, le faux nymphéa pelleté, lui, a seulement quelques mentions, probablement proches de milieux là, aquatiques qui sont aménagés là, par l'introduction d'espèces horticoles. On a le Stratiophos aloes qui est présent là, dans une seule région, dans un seul secteur de la rivière des Outaouais, dans la baie de Carillon. Et on a aussi la mitelle étoilée, qui est une algue.
donc qui s'est propagée là, largement aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, mais au Québec, pour l'instant, elle est juste confirmée dans le fleuve. Mais on soupçonne là, qu'elle s'est établie là, dans différents plans d'eau, donc elle va être vraiment surveillée là, dans les prochaines années. On a aussi un certain nombre d'espèces qui sont observées à l'occasion dans les milieux naturels, mais ne sont pas considérées comme étant établies. Donc, parce qu'elles ne survivraient pas là, à l'hiver. Donc, ici, là, on vous présente ces quatre espèces-là ici qui sont des espèces utilisées notamment en aquariophilie ou dans les étangs là, ornementaux. Et finalement, on a aussi quatre espèces qui sont pas observées pour l'instant, donc qui sont pas considérées présentes au Québec, mais qui sont quand même présentes là, dans des États ou des provinces limitrophes. Donc, il faut vraiment garder l'œil ouvert pour ces espèces. Au niveau des espèces fauniques, ben, il y a 40 espèces qui sont présentes au Québec, donc 16 poissons et 24 invertébrés. Les principales espèces sont présentées ici. Donc, au niveau des espèces établies, on a notamment la tanche, le gobie à tache noire, les moules zébrés, quagga, vivipare et les puces d'eau en hameçon et le clade de cerf et l'écrevisse à tache rouge. Au niveau des espèces qui sont observées à l'occasion, mais qui sont pas considérées encore établies, on a le carpe de roseau et le gobie à nez tubulaire. Puis finalement, au niveau encore là des espèces qui sont pas encore considérées présentes au Québec, mais qui sont présentes là, dans des secteurs voisins. Donc, on a les autres carpes envahissantes, la grémille, la nasse de Nouvelle-Zélande et le poisson tête de serpent. Maintenant, je vais vous parler de l'outil Sentinelle. Donc, au niveau de la collecte de données, on a cet outil-là qui est en fait un outil qui permet aux citoyens ou aux organismes de signaler des espèces exotiques envahissantes, puis de les aider à détecter des espèces exotiques. Donc, il est composé d'un volet mobile, donc accessible avec les appareils mobiles, mais aussi d'une plateforme web, donc pour les ordinateurs de bureau, si on veut. Il contient des fiches d'identification des principales espèces là, préoccupantes pour nos milieux naturels. Donc, dans les fiches, il y a différentes informations pour comment les identifier avec de nombreuses photos. Puis, il y a aussi tout un volet là, avec un formulaire de saisie lorsqu'une personne observe une espèce exotique envahissante. Donc, on doit prendre une photo, noter l'emplacement, les coordonnées géographiques, puis ensuite, c'est ça, joindre la photo, le nom de l'espèce et la date d'observation. Puis, donc, en indiquant tout ça dans le formulaire, on peut ensuite transmettre l'observation. Et puis, toutes les observations sont reçues et validées là, par un professionnel ici au ministère. Donc, avec l'aide des photos, on peut confirmer l'identification. Donc, c'est seulement les espèces qui sont confirmées, dont c'est ça, l'identification est confirmée, qui sont ensuite là, diffusées sur Sentinelle. Donc, tous les signalements peuvent être consultés en continu là, dans l'outil. Donc, au fur et à mesure, en continu qu'on reçoit les signalements, on les valide et ils sont diffusés directement sur la plateforme web là, dans cette carte interactive-là. Les données sont aussi extraites là, de la plateforme web pour être diffusées sur Données Québec. Donc là, ils sont plus accessibles là, si les gens veulent télécharger, ils sont disponibles en différents formats. Donc, c'est aussi une autre façon là, de consulter la donnée. Oui, fait que cette extraction-là là, est faite environ 2 fois par année. Pour faire un petit bilan là, de l'outil, donc c'est un outil qui est présent depuis déjà un certain moment, là, depuis 2014. Donc, en ce moment, dans le catalogue, dans le volet des fiches d'espèces, on a 78 espèces fauniques et floristiques qui sont présentes, donc des fiches d'aide à l'identification. Donc, on a environ 6 900 utilisateurs inscrits. Donc, c'est sûr que pour accéder à la plateforme, faire certaines fonctionnalités, c'est pas nécessaire d'être inscrit. Donc, on peut quand même aller consulter les signalements transmis sur la plateforme web sans être inscrit
ou même via l'application mobile. C'est pas obligatoire de s'inscrire là, pour soumettre une observation, mais on a quand même là, c'est ça, ces nombres d'utilisateurs là qui sont inscrits. Et on a actuellement environ 11 350 observations là, qui ont été transmises et validées, qui sont diffusées en ce moment. Donc, c'est sûr que c'est ça, ces mentions-là, ça reste tu sais, un très bon aperçu là, de la répartition des espèces au Québec, mais il faut vraiment voir ça comme des données quand même fragmentaires parce que c'est quand même seulement des mentions qui ont été observées puis dont les gens ont pris la peine de transmettre à Sentinelle. Fait, faut quand même voir ça comme étant, c'est pas un portrait là, complet de la répartition des espèces. Ensuite, en plus de Sentinelle, ben, il y a un paquet d'autres sources de données ou de façons là, de récolter de la donnée ou de consulter les données. Fait que ça, à travers les années, il y a eu quand même une multiplication des travaux sur les EE, des plateformes aussi de sciences citoyennes et tout ça. Donc, ça fait vraiment une panoplie là, de sources d'entrée de données. Donc, c'est devenu important là, de vraiment voir à centraliser ces données-là pour vraiment avoir un portrait là, le plus complet possible des données qui existent, puis c'est ça, de la répartition des espèces. Donc, on a notamment, ben, c'est ça, les outils d'observation citoyenne comme Sentinelle, mais également iNaturalis. Et puis, c'est sûr qu'on a d'autres travaux, là, d'échantillonnage scientifique ou des données plus historiques au niveau des spécimens d'herbiers. On a aussi une foule là, de travaux d'inventaire, de travaux des caractérisations de milieux naturels et tout ça qui peuvent être à l'origine de récoltes de nombreuses données très pertinentes qui sont faites soit par des organismes ou des municipalités. Voilà les différentes sources de données. Donc, c'est ça, c'est important d'aller les centraliser. Puis, au ministère, il y a peu de temps, on a développé une norme pour la diffusion des données. Donc, ça permet, entre autres, de guider comment les données sont récoltées sur le terrain, comment c'est ça, sont compilées. Puis, aussi, ça permet c'est ça, d'aider à centraliser ces données-là et à les diffuser selon cette norme de données-là là, qui permet d'avoir des données le plus uniformes possible, d'identifier les champs qui sont obligatoires ou facultatifs là, pour la récolte. Fait que si jamais vous êtes des organisations qui récoltez de la donnée, ben ça peut être intéressant là, c'est ça, d'aller zioter ça. Puis on a aussi des différents outils là, complémentaires qui vont être diffusés prochainement, comme des formulaires de saisie de données en ligne ou des formulaires de saisie que vous pouvez avoir localement là, dans vos outils. Et puis, oui, c'est pas mal ça. Au niveau des données sur les espèces aquatiques fauniques, donc on a la direction des habitats aquatiques et de la prévention des risques là, qui effectue justement cette centralisation-là des différentes sources de données et qui les diffuse là, annuellement publiquement sur l'Atlas de l'eau, qui est un atlas de données interactives, et aussi sur la plateforme Données Québec, où là, vous pouvez consulter et télécharger les données dans différents formats. Au niveau des espèces floristiques aquatiques qui sont aussi diffusées publiquement dans la classe de l'eau. Et puis, juste pour vous mentionner aussi que au niveau du Myriaphile IP, comme c'est une espèce qui est quand même très sensible et qui est source de préoccupation de plusieurs personnes, de plusieurs citoyens, ben, il y a aussi une version sous forme de liste des plans d'eau où le Myriaphile a été rapporté. Donc, ces données-là sont déjà disponibles. La mise à jour là, des données pour les données 2025 est encore à venir. Donc, je vais travailler là-dessus là, très prochainement. Mais je vais quand même, c'est ça, vous mentionner ces deux sources de données-là. Pour ce qui est de l'ensemble des données, autant pour les espèces aquatiques que terrestres, ben, on travaille à centraliser cette donnée-là aussi également. Donc, c'est un grand nombre là, d'observations qui sont compilées à l'heure actuelle et on travaille fort là, pour rendre cette donnée-là publique aussi sur Données Québec. Donc, ça va être à venir là, dans les prochaines semaines. Mais il y a quand même toute la portion de la flore aquatique qui est déjà diffusée là, sur les deux, sur la classe de l'eau, comme je vous ai dit.
Pour ce qui est des retombées et des impacts de tout ça, là, de toute la surveillance et l'acquisition de données sur les espèces exotiques, ça a beaucoup d'utilité, notamment pour améliorer l'état des connaissances sur la répartition des espèces. Donc, comme je vous ai dit, les espèces sont envahissantes, se propagent rapidement. Donc, la situation peut changer, là, donc d'avoir des données centralisées, ça l'aide à avoir un meilleur portrait de la situation. Aussi, ça permet de voir là, la progression des espèces dans le temps et dans l'espace. Ça permet également d'orienter la lutte. Donc, en sachant dans ces secteurs-là sont déjà très touchés par certaines espèces, d'autres moins, on peut orienter là, les différents travaux là, pour la mise en place d'actions dans la prévention, dans la détection, dans le suivi, puis dans le contrôle également. Ça permet aussi là, d'avoir des données in situ. Là, ça permet aussi de fournir une matière première pour tout ce qui est modélisation de la répartition des espèces pour les années à venir en fonction des changements climatiques, notamment pour aussi le développement de nouvelles technologies. Donc, en plus de la modélisation, tout ce qui est développement d'outils de détection ou de cartographie à l'aide de télédétection et tout ça, d'avoir des données terrain, c'est vraiment primordial là, pour tout ce qui est ce développement-là. Je vais continuer avec quelques exemples d'utilisation. Donc, il y a quand même plusieurs espèces là, qui sont suivies de près là, dans leur progression puis dans leur arrivée dans des nouveaux plans d'eau. Donc, on a d'ailleurs notamment la moule zébrée, donc de faire donc, au niveau des nouvelles observations, suivre la progression de la répartition. Donc, ça, c'est vraiment une des espèces là, qu'on suit de près. Donc, chaque nouvelle mention est quand même scrutée. Et puis, ça permet, entre autres, de faire des cartes là, les plus à jour de répartition. Aussi, maintenant au niveau de la détection et de l'intervention rapide, donc des signalements peuvent également servir là, à déployer d'autres actions. Donc c'est sûr que c'est pas toutes les espèces qui sont prioritaires pour ce genre, pour du contrôle ou pour des travaux de caractérisation ou tout ça. Mais la châtaigne d'eau, c'est un des exemples d'espèces aussi qu'on suit de très près. Donc pour vous donner un cas concret, là, en 2019, il y a eu un signalement citoyen qui a été transmis à Sentinelle. C'était seulement quelques feuilles de châtaigne d'eau qui avaient été observées en rive là, de l'étang du village, qui est un petit plan d'eau là, dans le bassin de la rivière La Blanche dans la Naudière. Donc, suite à ce signalement-là qui a été reçu par le ministère, cette information-là, elle a été transmise là, à l'OBV l'Assomption, qui est ensuite allé faire une validation terrain pour bien confirmer l'identification puis la présence là, de colonies qui a été trouvées, les deux principales colonies qui a été trouvées dans l'étang. Ensuite, avec un mandat, là, l'OBV L'Assomption a été en mesure de faire un portrait détaillé de la répartition et de l'abondance de l'espèce dans l'étang. Puis, ils ont ensuite là, élaboré un projet là, pour des travaux de contrôle, donc qui ont été effectués là, pendant quelques années, suivis de luttes de maintenance. Là, donc, les colonies ont été contrôlées. Là, je pense il y a eu une réduction là, d'à peu près, je pense, 95% de la présence de la châtaigne d'eau. Donc, c'est sûr qu'avec une détection hâtive, ils ont pu, et une intervention vraiment rapide, il y a eu pu vraiment avoir un bon contrôle là, de déployer dans cet étang-là. Puis là, va s'en suivre là, certaines années de suivi. Là, donc, c'est bien important. Même si la réduction est très importante ou même complète, il faut quand même suivre. Il peut y avoir des noix qui continuent là, de germer. Donc, il va y avoir un suivi là, dans les prochaines années à ce niveau-là. Et finalement, un dernier exemple pour orienter les actions de lutte. Donc, on a notamment un projet de concertation et d'élaboration de stratégies régionales de lutte contre les espèces exotiques envahissantes floristiques qui est mené par le Réseau national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et des différents conseils dans les différentes régions du Québec. Donc, une des principales étapes là, pour l'élaboration de stratégies, c'est
l'élaboration là, de contexte territorial et d'un portrait là, des principales espèces qui sont présentes sur le territoire. Donc, on a ici un exemple là, du Creux du centre du Québec qui a répertorié là, sur une carte toutes les observations des EE floristiques nuisibles à la biodiversité là, selon leur niveau de risque. Donc, ils ont vraiment, c'est ça, fait le portrait complet là, des espèces sur leur territoire. Ça va leur permettre ensuite d'identifier les principales actions prioritaires pour leur région et d'élaborer un plan d'action. Au niveau des défis et des perspectives, ben c'est sûr qu'au niveau des outils comme Sentinel ou des différentes plateformes là, pour diffuser la donnée, la collecter et tout ça, ben c'est sûr qu'un des défis, c'est l'évolution rapide des technologies. Donc, dès qu'on parle c'est ça, de pages web, d'outils web ou encore plus, de façon plus importante quand c'est le cas pour les applications mobiles. Donc, c'est des technologies qui évoluent rapidement. Donc, il faut toujours mettre à jour les systèmes utilisés et tout ce qui est le volet sécurité. Donc, ça, c'est sûr que ça fait partie des défis. Puis, c'est sûr qu'avec le temps, les espèces exotiques, ben, ça évolue. Il y a de plus en plus de gens qui récoltent la donnée, qui font des actions. Donc, c'est sûr qu'il y a une multiplication aussi des besoins et des outils là, qui existent, c'est ça, sur le territoire. Au niveau des améliorations à venir, ben c'est sûr, comme je vous ai dit, on travaille encore sur la mise en commun, l'uniformité des données puis leur diffusion. Donc, surtout au niveau des espèces floristiques, c'est ça, la diffusion des données est encore à venir là, pour l'ensemble des espèces. C'est aussi important de faire une veille active là, sur les espèces à risque. Donc, il peut y avoir encore des nouvelles espèces qui s'introduisent, des espèces qui deviennent problématiques. Donc, c'est sûr qu'il faut veiller à la surveillance de ces espèces-là, puis bonifier les outils là, en conséquence de ça. Pour terminer, quelques informations. Juste vous signaler aussi que, il y a un recensement là, des stations de nettoyage d'embarcation qui existent et qui est mise à jour là, régulièrement. Là. Donc, ces données-là sont disponibles sur l'Atlas de l'eau et sur Données Québec. Donc, c'est sûr que le nettoyage, c'est un aspect important là, de la prévention de la propagation des espèces. Et on a aussi différents outils là, pour sensibiliser les gens à la présence des espèces ou aux bonnes pratiques à mettre en place. Donc, si jamais vous êtes intéressé, on a des outils là, disponibles qu'on peut fournir là, gratuitement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je laisse ici là, les différents coordonnées là, de mon équipe et aussi de l'équipe de la faune aquatique si jamais vous voulez plus d'informations ou des outils. Merci beaucoup. Merci Marie pour cette belle présentation qui est très enrichissante surtout, qui permet de mieux appréhender les différents méthodes ou outils qui existent pour la surveillance des espèces exotiques envahissantes. Donc dans la même continuité dans la suite de cette présentation, on peut penser que si on détecte une espèce exotique envahissante dans un plan d'eau et dont on est préoccupé, on peut peut-être voit avec Robonotic, qui, qui est une initiative qui s'appuie également sur des outils technologiques et innovants pour lutter contre la prolifération de ces espèces, notamment en créant par la création comment ils s'appellent des prédateurs artificiels. Donc, je vais laisser David, qui est cofondateur de Robonotic, nous parler plus en détail de ce projet qui quand même survient à la suite d'un constat de l'envahissement par les moules zébrés du lac Témiscouata auquel il est très rattaché. Donc, David, tu peux nous présenter c'est quoi votre projet, s'il te plaît? Oui, merci. Je vais partager mon écran. Donc, est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Parfait, merci. Donc, merci Rodrigue. En fait, juste encore une fois pour récapituler ce que tu viens juste de dire, Robonotic, c'est quoi? Ben,
c'est une start-up. Puis notre mission, en fait, essentiellement, c'est de développer un prédateur artificiel pour combattre en ce moment les moules zébrés, mais on vise aussi les espèces envahissantes en général. Euh, Dans le fond, c'est ça. Je pense que c'est un des aspects importants des espèces envahissantes, c'est que ça prend de l'expansion rapidement, ça se développe rapidement parce qu'il n'y a pas de prédation qui se passe ou très peu de prédation qui se passe contre ces espèces envahissantes-là. Et donc, ça leur donne le champ libre pour vraiment se multiplier. Je pense que je vais faire un petit recul pour expliquer un peu mon histoire parce que effectivement, ça part d'une contribution en fait de sciences participatives, on pourrait dire. Euh, donc, dans le fond, personnellement, le lac Témiscouata, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un lac qui est un peu dans les terres, à peu près vis-à-vis Rivière-du-Loup, là, en Bas-Saint-Laurent. Et puis, dans le fond, ça fait 5 générations que ma famille vit au bord du lac Témiscouata, dans un petit village qui s'appelle Saint-Just-du-Lac. Puis au lac Témiscouata, dans le fond, ben, c'est ça. Mes arrière-grands-parents, il y avait une terre là, pour faire travailler dans le bois, etc. Donc, personnellement, j'ai grandi pendant toute mon enfance. On allait passer nos étés là parce que mes parents avaient un chalet qui est essentiellement une cabane dans le bois, pas d'électricité, pas d'eau courante. Donc, j'ai vraiment vécu à grandir avec mon frère dans la nature, apprécier tous les éléments naturels du lac. Et puis, ben, en fait, c'est une des raisons pour laquelle en 2020, c'était en fin 2022, on a appris que justement la découverte de la moule zébrée dans le lac Témiscouata. Puis, selon les détections qui ont été faites, en fait, selon les observations qui ont été faites, même la moule zébrée avait été là quelques années avant la détection elle-même, donc elle était déjà implantée depuis quelques années selon la dimension qu'elle avait. Puis c'est ça, donc ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, oh mon Dieu, OK, faut qu'on fasse de quoi pour ça. Puis en fait, moi et puis ma collègue cofondatrice Véronica, on s'est vraiment intéressé au sujet, puis on a eu des rencontres avec le ministère de l'Environnement pour savoir c'était quoi qui était prévu pour faire la lutte contre cette espèce envahissante-là. Puis à ce moment-là, on s'est fait dire qu'il n'y avait pas de solution parce que bon, il n'y avait pas grand-chose à faire. On moniteur et puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut, c'est ça, d'étudier surtout l'espèce. Euh, Étant justement ingénieur électrique, en fait, les deux cofondateurs, on est ingénieurs, donc on s'est vraiment plutôt positionné en fonction du fait que, ben, on connaît l'automatisation, on sait que les choses s'automatisent, puis on a décidé vraiment de démarrer Robonotique pour travailler sur une solution de robots, effectivement, encore une fois, pour faire de la prédation artificielle. Juste rapidement, là, Marie-Ève a fait une belle présentation sur les espèces envahissantes, mais plus particulièrement la moule zébrée, elle va avoir vraiment un taux de filtration très élevé. En fait, la moule zébrée fait partie des 10 pires espèces envahissantes au monde parce que vraiment, elle se multiplie très rapidement. Quand les conditions sont excellentes, elle va vraiment se multiplier par milliers. Dans le fond, dès que la température atteint un certain niveau, on va avoir c'est ça, elle va se reproduire. Puis, le fait qu'elle ait un taux de filtration très élevé, ça enlève essentiellement tout ce qui est zooplancton et micro-organismes dans l'eau très rapidement aussi. Puis, ça a un impact négatif sur toutes autres espèces. Juste pour donner un exemple plus concret, justement, depuis que je suis tout jeune, ça fait même des dizaines d'années, probablement des dizaines d'années que ça existe, mais à Saint-Just-du-Lac, il y a un événement spécial qui s'appelle le Festival du Pointu. Puis, en fait, c'est un paquet de monde qui viennent s'installer au bord de la rivière Touladi, qui est une des rivières qui coule dans le lac Témiscouata. Puis, on se présente là avec des épuisettes en pleine nuit. Puis, on attend que les corégones, que le corégone monte la rivière pendant la nuit, puis on les ramasse à l'épuisette. Ça se passe seulement en début octobre pendant quelques jours. Puis, c'est un événement, bon, qui, encore une fois, fait partie un peu de la culture autour du lac. Dans les dernières années, ben, en fait, le corégone a arrêté de monter. Puis, en fait, c'est en ce moment quelque chose qui est étudié par les scientifiques du MPO, mais ça montre à quel point ça a un impact aussi. Ça concorde, en tout cas, je peux pas me commettre là-dessus, mais ça concorde avec l'arrivée aussi des moules zébrés. Essentiellement, ce qui est vraiment triste là-dedans aussi, c'est que le corégone qu'on pêche sur la Témiscouata, c'est un corégone nain. Donc, ce n'est pas la même espèce, c'est vraiment une espèce particulière au lac Témiscouata. C'est pas une espèce comme le corégone de taille normale qu'on retrouve, par exemple, dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, encore une fois, c'est une chose qui est triste de voir que tu as une espèce vraiment
particulière à un environnement qui peut vraiment être impacté par une espèce envahissante comme ça. Donc, je pense que ça fait le tour pas mal. En tout cas, la moule zébrée, elle peut survivre en dehors de l'eau aussi, dans le fond, si c'est agrippé à des coques de bateau. Donc, c'est comme ça, par l'activité humaine, qu'elles ont très fort probablement été amenées au lac Témiscouata. Donc, cette problématique-là, ça touche non seulement, comme je disais, la faune indigène, mais aussi, ça peut avoir des impacts sur les infrastructures humaines. Ça peut avoir des enjeux, bon, économiques, c'est ça, sociétal, structure, prise d'eau, exemple. Donc, la moule zébrée elle-même va vraiment faire des bouchons dans les prises d'eau, tellement elle se repose rapidement, puis fait des agglomérations très importantes. Encore une fois, probablement que vous savez beaucoup déjà sur la moule zébrée parce qu'il y a beaucoup d'informations qui s'est répandues en ce moment. Une chose que j'ai pas dit plus tôt, c'est que il n'y a pas de solution, oui et non. En fait, on a, par le biais des discussions qu'on a eues avec différentes organisations, on est fini par tomber au lac Massawippi, où Bleu Massawippi, eux, ont pensé avoir une solution, disons, manuelle. Donc, ils envoient des plongeurs sous l'eau, puis les plongeurs vont aller gratter les moules une à la fois à la main pour aller, dans le fond, retirer les moules directement. Donc, c'est une solution en ce moment qu'ils ont testée depuis plusieurs années. Puis, bon, on voit des vraiment impacts positifs aussi sur cette solution-là. Puis, en fait, Robonotique, on s'est vraiment on a eu beaucoup de discussions avec Bleu Massawippi pour voir vraiment le côté manuel de qu'est-ce qui se fait. Parce que quand tu veux automatiser un principe, ben, l'idéal, c'est de voir comment ça fonctionne en ce moment puis comment tu peux l'automatiser. Donc, voici directement notre solution. Donc, encore une fois, ce qu'on veut, c'est avoir un robot sous-marin. Donc, il existe déjà des robots en ce moment sur le marché, mais ces robots-là sont manipulés avec une télécommande, par exemple. Puis nous, dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'intégrer une couche d'intelligence artificielle par-dessus ça pour vraiment faire la détection, puis aussi éventuellement aller chasser l'espèce envahissante. Donc, comme je pense un peu clair déjà, c'est qu'en ce moment, là, on est en train encore de développer la technologie. Donc, ce qu'on a en ce moment, on s'est attaqué au principe de détection directement. Donc, on a fait un modèle. Bon, en tout cas, disons que ça, c'est le portrait global, c'est qu'on veut vraiment que ce soit quelque chose qui est facile d'utilisation, qui est autonome. Puis, qu'après ça, on peut intégrer un système de GPS là-dessus pour faire le dénombrement en fonction de la coordonnée GPS des espèces qu'on détecte. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, la moule zébrée. Donc, plus particulièrement, en ce moment, ce qu'on a déjà fait, c'est la partie vision. Donc, c'est important pour l'intelligence artificielle, en fond, de faire la détection. En fait, le robot, c'est vraiment la base. C'est que si on veut que le robot puisse aller, par exemple, cueillir les moules, ben, il faut qu'il les détecte en premier lieu. Puis, ce modèle-là a été développé et fonctionnel en ce moment. Par contre, on est toujours en train de l'améliorer continuellement. Une des choses qui pourrait vraiment être possible au niveau de sciences participatives, en fait, qu'on trouvait intéressant comme idée, ce serait peut-être de faire d'aller chercher du data, en fait, encore une fois. Donc, ces images-là ont été prises en plongée. Donc, j'ai moi-même été fait aussi une certification de plongée l'année dernière. Moi, ma cofondatrice aussi le fait également. Puis, on a été chercher vraiment des vidéos et des images le plus possible sous l'eau pour voir les conditions dans lesquelles les moules zébrés sont. Les défis, principalement, quand tu veux faire la vision sous l'eau comme ça, c'est que c'est la visibilité. Puis, dans le fond, c'est pour ça qu'on essaie de prendre vraiment des conditions, le plus possible de conditions réelles pour ces moules zébrés-là. Exemple avec beaucoup de turbidité ou plus ou moins d'éclairage, etc., etc. Donc, on a moyen de faire ces tests-là. Donc, une chose qui a été vraiment longue à faire, c'est que chaque image qu'on a pris, chaque data qu'on a pris, en fait, il fallait ouvrir l'image, aller dessiner un carré autour de chaque moule détecté. Puis, pour que ton modèle d'intelligence artificielle fonctionne, il faut absolument pas te tromper. Donc, il faut que sur une image donnée, tu détectes toutes les moules. Et puis, il faut pas que tu en oublies parce que sinon, essentiellement, le modèle de détection par intelligence artificielle ne va pas le détecter plus tard. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment de faire du gros travail manuel comme ça. Puis, ça, c'est le genre de choses qu'on aime bien aussi, avoir beaucoup de participation du public, là, si jamais ça vous intéresse de faire du labeling qu'on appelle.
vous pouvez communiquer avec nous, puis ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Euh, Aussi, dans le fond, ben, une des choses qu'on a fait en termes de sciences participatives, c'est de la sensibilisation. Donc, j'ai parlé plus tôt avec Bleu Massawipi. Eux, en fait, avec les plongeurs et tout, ils ont aussi beaucoup amené un gros bagage de sensibilisation pour les gens autour du lac Massawipi. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup reproduire pour les autres lacs, exemple le lac Témiscouata. Donc, on a fait des démarches en fait auprès des étudiants, par exemple. Donc, une école pas loin, il y avait, je pense, en tout cas, il y avait des camps d'été qui étaient axés sur la science. Donc, on a été les voir, on leur a montré l'importance de la technologie aussi pour venir à des solutions environnementales, on va dire. Puis, on est très axé sur la communication aussi envers, c'est ça, pour augmenter la participation de tout le monde. Donc, l'équipe, juste rapidement, ben, en tout cas, on a les deux cofondateurs, moi-même, David Caron, puis Véronica Romero, qui est aussi, en fait, elle a étudié en production automatisée à l'ETS. Puis, on peut voir aussi qu'on a tous les deux participé à des projets étudiants, donc ça nous tient beaucoup à cœur de développer des projets, puis de partir de quelque chose de zéro. Donc voilà, c'est pas mal ça aussi en termes de présentation. Je sais pas si, en fait, ah oui, une chose très importante à dire, Véronica a commencé je pense que je vais arrêter tout de suite le sharing. Donc Véronica a fait une maîtrise, est en train de terminer sa maîtrise en océanographie, parce que dans le fond, c'est bien d'intégrer une technologie dans un environnement, mais on voulait être sûr de ne pas avoir d'impact négatif sur aussi la faune et la flore elle-même. Donc, tout ça, c'est vraiment pensé pour que on essaie de vraiment aider l'environnement, puis sans avoir, encore une fois, de perturbations, ajouter des perturbations qui sont vraiment pas utiles, en fait, aussi. Là, parfois, les technologies sont difficiles d'implémentation à cause de ça. Mais Véronica termine sa maîtrise en océanographie, plus particulièrement sur le modèle de détection, encore une fois. Donc, elle a aussi eu la chance d'avoir des données à la fois terrain et en laboratoire. Donc, vraiment, ça augmente la validité des datas qu'on a aussi. Puis, je dirais que ça fait pas mal le tour de notre initiative. Merci, Rodrigue. Oui, merci David pour cette Merci à belle tous. présentation. C'est vraiment intéressant de voir à quel point on peut partir d'une idée citoyenne pour bâtir un projet qui aurait certainement ou qui a déjà un très grand impact quand même sur l'échelle de l'environnement. On avait quelques questions dans le chat. Alors, je pense la première, c'était celle à Clarence. Si tu veux la poser directement, Clarence, je te laisse le micro. Clémence, pardon. Désolé. On t'entend pas? Ça va marcher maintenant. Allô? Oui, c'est beau. Ok, cool, salut. Je disais Clarence, ça va aussi, mais c'est mince. Non, c'était plus une question donc un peu générale, je sais pas trop si ça a un rapport là, mais pour les rapports en fait de signalisation d'espèces, etc. Je sais qu'il y a des campagnes qui se font, qui sont citoyennes, qui sont encadrées par les associations, etc. Est-ce que des fois si on organise nous-mêmes ou avec une association une campagne de nettoyage ou de lutte aux espèces aquatiques ou alors juste de catégorisation, dans le fond, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur Sentinelle puis de dire, bah, aujourd'hui, on a moins, on a plus, on a compté tant d'espèces, ou est-ce que on reste on a détecté ça, et puis that's it, quoi. Parce que je mets une association pour beaucoup de travail aussi, pour faire eux-mêmes ce travail-là. Je sais pas si c'est clair, ma question, c'est un peu... Oui, 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 non, c'est très clair. Ben, c'est sûr que, tu sais, surtout, particulièrement Sentinelle, c'est vraiment un outil pour, c'est ça, les observations citoyennes, occasionnelles, ou les observations vraiment marquantes, ou, tu sais, Ok. pour avoir une idée, là, de l'aire de répartition. Fait que, tu sais, c'est sûr que s'il y a quelques mentions, puis il y a l'option, là, d'ajouter l'abondance, le nombre d'individus, la superficie. Fait que, tu sais, c'est possible. Fait que oui, ça peut être fait.
Mais c'est sûr que si c'est une grande corvée, il y a vraiment un nombre important là, de données qui est récolté, ben là, c'est sûr que Sentinel, c'est fait vraiment, tu sais, pour une observation à la fois, accompagnée d'une Mm. photo et tout. Fait que ça peut être un peu, c'est ça, Laborieux. ça peut être plus long là. C'est pas fait pour recevoir un gros jeu de données, mais pour les jeux de données plus importants. Là, d'ailleurs, il me semble que j'avais ça dans ma présentation, mais on dirait que j'ai peut-être oublié cette slide-là. Mais oui, c'est ça. Pour ce qui est des jeux de données plus importants par des organisations puis tout ça, fait que c'est sûr que oui, si ces données-là sont récoltées dans le cadre de travaux, ben oui, ils peuvent nous être transmises pour qu'on ait ces données-là détaillées. Fait que c'est sûr que nous, on est intéressés à les avoir s'ils existent. Si l'organisme a justement, tu sais, souvent les organismes pour eux-mêmes, pour leur suivi, pour, tu sais, suivre l'évolution d'une année à l'autre, avoir vraiment, tu sais, un portrait très précis là, du nombre d'individus, tout ça. Mais c'est vraiment Mhm. important là, pour le contrôle. Fait que si ces données-là existent, oui, on est intéressé. Puis ils peuvent nous être transmis là, tu sais, par courriel ou bientôt, c'est ça, on va avoir plus des formulaires en ligne et tout ça pour permettre ce genre Nice. de données-là. Mais c'est sûr que au niveau de nous, la diffusion de données, on va pas vouloir, tu sais, vraiment, tu sais, diffuser la donnée très précise pour dire cette année, il y a 4 individus, là, dans 3 ans, il y en a 6. Tu sais, on va pas non plus, c'est ça, à la micro-gestion de données, là, à ce point-là, parce qu'on a quand même des Logique. milliers, là, de colonies. Fait que c'est sûr que, faut pas s'attendre que la donnée va être diffusée afin de détecter, tu sais, ces petits changements-là, puis les données vraiment détaillées là, sur l'abondance. Mais si elle existe, oui, on peut les transmettre. Mm. Good. Merci. Merci, merci Mariette. Il y avait une autre question pour David. Ismaël, tu peux la poser si tu veux. Oui, je peux la reprendre. Je me demandais si, vu qu'il y a pas mal d'espèces exotiques envahissantes au Québec maintenant, est-ce que c'est uniquement pour la moule zébrée que le robot, le prédateur artificiel est en train d'être conçu? Et si non, est-ce qu'il y a des tests qui ont été déjà essayés sur d'autres espèces? En fait, je pourrais tout de suite dire que, ben, pas encore toutes les espèces envahissantes. Par contre, dans les données qu'on avait, on a des données, bon, sur les espèces aussi natives. Donc, on a commencé beaucoup aussi à faire du labeling sur les espèces de mulettes. Donc, qui sont les moules essentiellement qu'on veut pas détruire non plus dans l'environnement actuel. Donc, c'est quand même complexe parce que même à la moule zébrée elle-même, elle a comme plusieurs catégories, plusieurs types de formes, plusieurs types de couleurs. On parle aussi d'une certaine différence entre la moule zébrée qui est toute juvénile, dans le fond, puis la moule zébrée une fois adulte qui a comme quasiment une forme un peu différente. Donc, on a fait un peu le labeling. Encore une fois, pour répondre à ta question, on est concentré beaucoup sur moule zébrée, mais on a quand même plusieurs déjà, disons, templates de fait, plusieurs catégories de fait. Euh, pour justement ne pas nuire encore une fois à la faune indigène. Puis, ben, dans le fond, on a vraiment en vue, par contre, plus tard, dans un futur, de venir ajouter d'autres espèces envahissantes, par contre. Parce que le travail, essentiellement, va être le même. Puis, on a beaucoup déjà fait de prise de données, des travaux, disons, comme de défrichage là-dessus. Donc, après ça, c'est de rajouter du data, de rajouter des images, des photos. Pour exemple, si on veut rajouter une espèce d'écrevisse envahissante ou peu importe. Mhm. Ce qui est intéressant avec la moule zébrée, c'est qu'elle est statique. Donc, on peut dénombrer un poisson va passer une fois, puis va peut-être repasser plus tard, mais on ne veut pas le compter 2 fois nécessairement non plus. Donc, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour la moule zébrée, mais on est très ouvert à déjà ouvrir les discussions sur des espèces comme la quagga. Je pense qu'on avait même les vivipares, que c'était possible à ce moment-là de faire de la détection. Puis, bon, en tout cas, encore là, c'est d'aller chercher les données. Euh, j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi que les plongeurs avec lesquels on a fait affaire, il y a beaucoup de plongeurs aussi qui sont bénévoles, donc ils peuvent nous amener des images, des photos, des vidéos. Mais, mais c'est ça, en vue. Et je profite pour poser ma deuxième question parce qu'il y avait une question qui était liée aussi à la technologie. Est-ce que vous savez à peu près quand ça pourrait être prêt, livré ou opérationnel à 100%? On veut toujours que ça soit prêt demain, ça c'est sûr. Je te dirais qu'on a des projets pilotes en vue avec le ministère de l'Environnement d'ailleurs pour, euh, exemple, aller faire des inspections
précoce sur des lacs qu'on n'est pas certain si c'est de la moule zébrée encore. Donc, disons que le minimum qu'on peut faire va être prêt, on veut qu'il soit prêt cet été. Donc, on est en train de travailler fort pour ça. Puis, encore une fois, l'idée, c'est de vraiment prendre l'expansion, puis de voir d'autres espèces et puis d'affiner le robot lui-même. Juste pour être sûr, pour être clair aussi, en ce moment, le robot fait simplement de la détection, mais on s'est rendu compte que vraiment, la détection, c'était une étape très importante malgré tout. Puis, l'ajout d'un outil préhenseur, pour exemple, aller cueillir la moule, ça, je te dirais que c'est un petit peu plus moyen terme, mais quand même, ça s'en vient, c'est toujours dans le radar, là. Parfait. Merci, David, pour cette contribution. Euh, Marie-Ève, j'avais une question, si vous pouvez répondre vraiment rapidement en 30 secondes. Euh, on a vu avec iPêche qui a présenté il y a quelques mois qu'il y avait quand même une certaine réticence des utilisateurs en termes de confidentialité. Donc, quelles sont les approches que vous faites avec Sentinel pour pouvoir pallier à cela? Oui, ben c'est sûr qu'au niveau de Sentinelle, tu sais, les utilisateurs doivent accepter des conditions d'utilisation, puis c'est de fournir les données, puis que les données soient rendues disponibles. Fait que je pense que par l'utilisation de Sentinelle, c'est parce que tu veux transmettre des données. C'est sûr qu'il y a sûrement qu'il y a des données, des observations qui se font puis qui sont pas transmises. C'est sûr qu'on essaye de, là, avec d'autres outils comme des formulaires ou c'est ça, la transmission de données par courriel, ben, on essaie d'aller voir pour dire aux gens, ben, si jamais vous avez des données mais qui sont sensibles, vous pouvez quand même nous les transmettre, puis au moins on va les garder pour avoir un état de situation complet, mais on les diffusera pas. Fait que, tu sais, on est en train de réfléchir à ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi un message de dire, c'est sûr que parfois ça peut être des données sensibles, mais en même temps c'est important de les diffuser, peut-être pas grand public, mais au moins à certaines personnes, parce que si vos voisins observent des espèces mais ils le disent pas, ça peut après ça être des problèmes pour vous. Fait que tu sais, je pense que tu sais, tout le monde a quand même un côté à gagner là, à diffuser des espèces, mais c'est sûr que ça peut être peut-être à différents niveaux là. Mm. OK. Parfait. C'est bon à savoir. De toute façon, ça renforce la crédibilité, puis ça fait mettre la confiance. Puis, David, tu parlais tantôt que vous avez besoin de données pour entraîner l'intelligence artificielle. C'est quel type de données que vous recherchez? Vraiment rapidement, là, quelques secondes. Ben, je te dirais qu'un exemple qu'on a pris, ben, les vidéos qu'on a prises sous l'eau, c'était simplement une GoPro. On a pris une vidéo du fond marin, puis on essaie d'avoir un focus sur l'espèce qu'on recherchait ben, la moule zébrée, dans le fond, l'espèce qu'on cherche à modéliser. Donc, dans le fond, le, à partir du moment où j'ai des vidéos, des photos qui sont tu sais, bien au focus, ou peut-être même des fois, justement, la vidéo, ce qui est bien, c'est qu'elle apparaît en dehors du focus au début, puis après ça, on s'en vient avoir des belles images. Ça aussi, c'est super important en termes d'automatisation aussi. Euh, donc, ces vidéos, pour répondre à ta question, vidéo, photo, euh, encore une fois, une GoPro qui a une certaine résolution intéressante, ça pourrait aller. Euh, donc, c'est ça. OK. Merci. Bon, je crois que le temps nous tient un peu à la gorge. Il y a tellement de choses à dire Oui. sur ces outils-là. Du moins, on voit quand même que ça facilite l'implication citoyenne et aussi ça permet de faire avancer la science. Donc, c'est pour cette raison que je vais vous présenter très rapidement cette initiative qu'on a lancée depuis le début de ce mois, en marge du mois de l'eau. Donc, l'idée, c'est un défi, en fait, qu'on lance, un défi entre guillemets, pour encourager les citoyens à se familiariser avec la science citoyenne, puis à y contribuer, à documenter nos différents cours d'eau avec également une application, qui est l'application cours d'eau branché, développée par le G3E. Donc, c'est vraiment une application très simple, facile facile à utiliser. Donc,
en participant au marathon, par exemple, ça permet, je l'ai déjà dit, à contribuer à la création des connaissances, de la connaissance sur les différents cours d'eau dans votre quartier, dans votre localité, puis à repérer, ça aide à repérer des enjeux environnementaux et également c'est à contribuer pour l'environnement. Donc, comment y participer? Très simple, télécharger l'application. Vous avez les codes QR, puis c'est vraiment très facile. Vous téléchargez l'application Cours d'eau branché. Vous pouvez choisir une station, vous rendre du moins près de votre cours d'eau. Choisir ou créer une nouvelle station, puis commencer à observer. Donc, qu'est-ce que vous devez observer? C'est le niveau d'eau. Il y a une règle de gradation qui permet qui vous permet de définir le niveau réel de l'eau. Cela va permettre de savoir si c'est des conditions d'étiage ou bien d'inondation et tout. Puis également, on a l'identification des plantes exotiques envahissantes dont on vient de parler, qui sont quand même cataloguées. Donc, vous devez juste filmer et puis les rentrer dans l'application. Également, vous pouvez observer des dégradations humaines, soit les déchets, les traces de piétinement, que ça c'est au niveau des berges et des écosystèmes. Puis, malheureusement, la glace est déjà partie, mais on pourrait aussi observer le couvert des glaces. Donc, on vous encourage vraiment à y participer. C'est ouvert à tout le monde. Vous partez en famille une fin de semaine, à tout moment. Vous avez 2 minutes. Allez-y. Puis, vous pouvez participer. Bien évidemment, on a aussi prévu quand même c'est pas des récompenses, c'est pas un prix en tant que tel, mais c'est juste pour rendre le jeu un peu plus intéressant. Donc, on a 3 catégories de gagnants qui sont sélectionnés. On a déjà tout participant a accès à droit au moins à un badge de participation qui permet de reconnaître la valeur de chacun en termes d'implication citoyenne. Puis également, il y a des bouteilles, une bouteille d'eau avec l'image du marathon et également la mise en avant dans nos différents outils de communication, dans des entrevues et autres. Donc, vraiment, allez-y, téléchargez l'application, puis participer. On a jusqu'au 30 juin pour pouvoir participer au marathon. Donc, c'était tout pour cela. Je vais arrêter ma présentation. J'ai mis le lien dans le chat. Vous pourriez euh, aller vous inscrire, puis quand vous avez du temps, participer. Plus vous participez, en fait, plus vous rentrez des données, plus ça vous donne des points en quelque sorte. Donc, je sais pas, peut-être, ouais, si c'est correct, si Marguerite, qui est responsable de l'application, peut dire quelques mots sur l'utilisation de l'application, peut-être vous montrer comment ça fonctionne en 1 minute, là. Oui, est-ce que j'ai accès au partage d'écran? Euh, deux Je vais secondes. essayer. On va essayer ça de même. Comme ça, super. Bonjour. Donc, l'application Cours d'eau branchée, là, ça fait depuis 2023 qu'on l'a renouvelée. Que comme Rodrigue vous l'a dit, là, vous pouvez vraiment l'utiliser sur les lacs, les rivières. Puis on a là, les 2 applications, puis on est chanceux. On avait un petit bug la semaine passée. Il est revenu aujourd'hui là, que vous allez pouvoir l'utiliser là, sans problème. Donc, ça. Oui. Donc, comment l'utiliser? Je vais mettre une vidéo. Dites-moi si ça lag ou si ça va bien, mais qui vous montre comment l'utilisation fonctionne. Le son est pas important. Voilà, comme ça ici. Que c'est vraiment là, de vous rendre à votre cours d'eau. Moi, je vous dirais, là, pour y aller souvent, c'est d'aller quelque chose que vous allez, un cours d'eau que vous allez régulièrement, que quand vous allez prendre une marche. Vous allez à votre station, vous déterminez le niveau du cours d'eau, qu'est-ce qui est en sécheresse, en inondation. Avec une échelle, vous allez inscrire le niveau de l'eau. Puis à chaque fois que vous allez retourner, vous allez pouvoir déplacer là, l'échelle en fonction de ça. Vous regardez les dégradations humaines, est-ce qu'il y a du piétinement, est-ce qu'il y a des déchets.
Puis est-ce qu'on a des choses particulières qu'on voit? Puis ça va vous donner toute la station. Puis en tant que tel, une station, ça nous donne de l'information, mais c'est quand on en a plusieurs là, que ça en donne beaucoup. Bon, ça, Rodrigue vous en a déjà parlé. Vous pouvez mettre aussi toutes les observations anormales, que si votre l'eau elle a une odeur d'égout, si il y a de la mousse qui s'est créée à la surface, que ça permet là, de documenter là, euh, les cours d'eau, que si vous avez une rivière, que vous voyez des déversements souvent, ça peut être une façon de documenter toutes les données. Bon, quand vous l'utilisez, que là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes là, qui proviennent d'OBV, lors de vos inventaires terrain, je sais que le suivi rivière, le réseau rivière n'existe plus, mais si vous faites des suivis périodiques là, dans les cours d'eau, pendant que vous faites la restauration de bandes riveraines, le contrôle de propagation d'espèces envahissantes, si vous faites nos activités là, de j'adopte un cours d'eau sur vol Bentus, le temps qu'à être sur le bord de l'eau, là, vous pouvez le réaliser. Si vous avez des brigades nautiques, et si vous collaborez avec des associations de lacs, là, c'est tous des bons moments là, pour l'utiliser. Mais j'utilise aussi là, au quotidien là, dans votre vie personnelle, que durant vos marches, durant des randonnées, si vous avez un cours d'eau dans votre cours, si vous faites kayak, paddleboard, pêche. Puis on a même des gens qui le font en voyage, qu'on a des stations qui sont dispersées là, au travers de la France, de la Suisse, à cause des voyages des gens. Que pour le moment, on a 150 là, entrées de données avec 48 stations qui sont sur 38 cours d'eau dans 5 pays. Puis là, entre-temps, avec le marathon, il y a beaucoup de personnes qui sont créées de comptes, mais aux dernières nouvelles, on en avait 389 personnes là, avec des comptes. Dernièrement, on a aussi lancé les panneaux cours d'eau branchés, que certaines municipalités ont reçu là, des panneaux qui sont sur les cours d'eau pour inciter là, les citoyens à participer. Puis à Québec, ça marche à date super bien. On a déjà reçu plusieurs stations. On a 14 OBV là, qui vont en installer dans 23 municipalités là, qui vont apparaître là, au courant là, du mois de juin prochainement. Puis là, je sais plus, j'ai mis mon petit... Ah, j'avais pas mis mon petit montage de vidéo, là. Mais quand vous avez toutes vos stations, là, ça fait un peu comme un flipbook, que on voit vraiment le niveau de l'eau monter, descendre. Puis c'est assez impressionnant là, quand il y a plusieurs stations qui sont faites. N'hésitez pas là, à en faire. Toutes les stations après peuvent être téléchargées, que si vous voulez avoir des données là, pour votre organisme, là, ça se télécharge super bien. Parfait. Merci, Marguerite. Donc, je crois qu'on a dépassé un peu le temps de 5 minutes, là. Donc, il y avait une question. Est-ce que ça compte est-ce que ça compte un canal, vu que c'est artificiel et déjà administratif pour des organismes comme Parc Canada? Je sais pas si la question. C'est sûr que c'est plus intéressant dans quelque chose qu'on va voir un changement. Que ça va donner plus d'informations parce que si le canal, tu sais, ça va être tout le temps, il est uniformément droit, il est à peu près tout le temps le même niveau, mais ça dépend, là. J'essaie de penser, tu sais, le canal Chambly, il y a assez, tu sais, il y a de la forêt autour, il y a d'autres choses, c'est pas juste un canal versus qu'il y en a d'autres, c'est vraiment comme des écluses, là, que ça dépend vraiment de votre situation. Mais ça pourrait être intéressant pour le niveau des glaces, par exemple, de la période de gel, dégel, compagnie. Ouais, moi, j'habite en face du canal de la Chine et je sais que c'est comme il y a des écluses, c'est pas Canada qui l'administre, mais des fois, le niveau de l'eau est souvent différent, ça gèle différemment, il y a plein de trucs comme ça, mais je sais pas si ça vaut le coup de Mais repartager sur gel, les... dégel, je dirais que ça vaut la peine. Ok. Parce qu'on a- Moi, la première, là, quand j'en fais, je l'ai fait l'été, au printemps, quand je fais des sorties sur le terrain pour le travail. L'hiver, je suis moins tentée, mais ça me donne plein d'informations là, sur Hmm. les changements climatiques, là, la période de Ouais. gel, la période de dégel. Puis, toutes les données sont validées que s'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des fausses stations en mettant leur cuisine, ben on les valide là, avant de les mettre là, sur la carte de l'application. Ok. Merci. Merci de votre participation. Puis vraiment désolé pour ce dépassement de temps. On s'en excuse vraiment. Euh, donc, merci à Marie-Ève et à David qui ont permis la réalisation de ce webinaire. On espère que vous avez appris beaucoup sur ces différents projets. Puis, n'hésitez pas de continuer à vous impliquer pour la science participative et ensemble,
on va pouvoir rendre nos eaux en santé. Donc, sur ce, je vous remercie, puis à la Merci. prochaine. Excuse-moi, juste une question rapide. Si les gens veulent nous contacter, est-ce que toi, j'imagine que tu rends disponible là, nos contacts ou